On continue donc de parler de la dette des pays africains. Il n'y aura pas d'annulation de la dette, mais un moratoire. Firmin, vous aviez la parole avant la pause. Oui, je disais, Emmanuel Macron, lui aussi, a déjà contracté des milliards d'euros de dette. Quand vous prenez même par exemple l'Italie, en 2008, 2010, 2011, l'Italie avait fort souffert dans la crise. Parce qu'on avait même coupé les pensions des retraites, les salaires des fonctionnaires. Donc, il y avait beaucoup de choses. Mais je me rappelle même, il y avait la ministre, à l'époque, la ministre des Affaires sociales avait pleuré par rapport aux mesures drastiques qui avaient été prises dans le cadre de cette crise-là, ou des mesures qu'on devrait adopter pour résoudre la crise de 2008. Donc, l'Italie actuellement, dont les gens sont en train de mourir, quand ils ont des vieux qui meurent, l'Italie dont la croissance est tellement basse aujourd'hui. Donc, l'Italie a beaucoup plus besoin d'argent pour pouvoir relancer son économie que les États africains. Parce qu'après cette crise-là, l'Italie va connaître une récession terrible. Parce qu'il n'y a plus d'argent. Et ceux-là, les braves valets qui doivent travailler, peut-être la plupart sont déjà décédés. Quel est le plan qu'il va falloir mettre en place ou élaborer pour pouvoir relancer l'économie italienne? La Grèce aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit par rapport à la Grèce? La Grèce, elle est sous asphyxie. La Grèce traverse des périodes très difficiles. Ces fonds sont gérés depuis le Luxembourg, depuis 2012-2013, parce que la Grèce avait adopté une mauvaise gestion. Et ces fonds sont gérés depuis Luxembourg, avec le FMI, avec la Banque mondiale. Qu'est-ce qu'on dit par rapport à l'annulation de la dette de ce pays? Maintenant, vous avez parlé d'un point aussi important, le PPTE. Je pense que le PPTE est mis en place par les Occidentaux, donc juste pour détruire en quelque sorte les États africains. Le Togo a réussi à passer ses examens, il a réussi avec brio. Mais quand vous voyez derrière tout ça, ça veut dire que c'est une manière, c'est une méthode que les Occidentaux ont mise en place pour pouvoir contrôler les économies africaines. Je vous donne un exemple. Par exemple, quand vous prenez l'exemple du Togo, quand Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir, tous les indicateurs étaient au rouge pratiquement. Maintenant, on dit, après les législatives de 2007, maintenant les Occidentaux viennent, le FMI vient, la Banque mondiale vient, les institutions de Bretton viennent et disent, bon, vous savez, bon, on va vous accompagner, mais nous vous imposons telle règle, vous n'allez plus augmenter les salaires des fonctionnaires, c'est nous qui allons contrôler vos fonds à partir de maintenant. Vous allez faire ci, vous allez faire cela. Et si vous arrivez à faire ça, et quand on voit que dans les prochaines années, vous pourrez avoir des ressources pour nous payer, donc dire que votre degré de solvabilité est important, donc on peut vous prêter de l'argent. Le Togo a passé cette étape-là et le Togo a été admis au PPTE. Et après cela, maintenant on dit, le Togo, maintenant, bon, vous êtes devenu PPTE. Comme vous êtes devenu PPTE, tous vos sous, tout votre argent que vous avez produit dans le pays, nous allons prendre notre partie d'abord, notre part d'abord, avant que vous ne dépensiez le reste. C'est une manière pour eux de nous contrôler. Quand ils mettent en place le PPT, c'est pour nous contrôler, et c'est pour s'enrichir davantage. Moi, ce qui concerne cette histoire de la dette, cette histoire de PPT, c'est une manière que les Occidentaux, c'est une méthode que les Occidentaux ont adoptée pour détruire complètement les économies africaines. Dans les années 80, on avait parlé du plan d'ajustement structurel. Et après, maintenant, on parle de pays pauvres très endettés. Vous voyez, le nom même est trop méchant. Jérôme, j'ai lu la réaction du ministre togolais de l'économie. Il dit l'allègement de la dette dégagera pendant 6 mois des espaces budgétaires et de trésorerie pour pouvoir financer la lutte contre la pandémie. Alors, ça veut dire que ceux qui sont auprès de la marmite sentent qu'on a besoin de ça, que la dette soit allégée ou du moins qu'il y ait un moratoire sur le service de la dette. Vous parlez de la tuerie de la dette. Oui, Sani Yaya. C'est un faux problème. C'est un faux problème. Mais dans ce pays, on nous a parlé d'une minorité qui s'accapare des biens du pays. Cela suppose que cette minorité-là a encore beaucoup d'argent. Ailleurs, je le disais la dernière fois, la semaine passée ici, que les riches du pays-là, dans certains pays, ont cotisé pour le gouvernement, surtout dans la lutte contre cette pandémie-là. On peut le faire au Togo. Il y a des gens capables qui peuvent quand même prendre le devant de la situation, sortir l'argent de leur poche, mettre à la disposition de l'État pour quand même arriver à limiter cette pandémie-là. Des gens sont capables de le faire. Sauf que... Ça, c'est la solidarité nationale. Mais justement, ils ne le font pas. On ne sait pas. Ça ne se sent pas sur le terrain. Si véritablement des gens se mettent à le faire,
ça, il n'allait pas le dire. C'est une réalité en fait. C'est une réalité parce que le Togo regorge encore beaucoup d'argent, beaucoup de richesses. Et cette richesse-là, ben, elle est accaparée par une minorité. Et jusqu'à preuve du contraire, il y a encore des gens qui continuent pas voler, pas piller le pays. Alors qu'on est devant une situation de coronavirus qu'on quand même on veut dégager. Maintenant, si ça y a le dire, moi au contraire, j'allais inviter le chef de l'État à regarder, à devenir rigoureux, à taper du doigt sur la table pour que franchement des gens sortent de l'argent pour aider le pays. Mais vous vous rendez compte que si pour le budget du Togo par exemple qui se lève à 1500 ou milliards, s'il y a 40% qui doivent servir à payer la dette intérieure et extérieure du pays, si on a un moratoire là-dessus, peut-être pour 6 mois, ça veut dire en 6 mois, on ne paie rien. Donc, c'est des fonds qui peuvent être redirigés vers la lutte contre la pandémie. Non, mais c'est sûr de ces fonds-là, ces mêmes fonds-là, il n'y a rien même qui statue, qui donne, qui disent que cet argent-là peut aller directement servir pour la lutte de ce coronavirus. Cet argent peut aller directement dans la poche de... Oui, mais vous avez appris, il y a des ministres qui ont dit que ce serait criminel de détourner l'argent. Mais ce n'est qu'une expression. On dit que ce serait criminel. Et si des gens le font, on ne leur dit rien. Alors, celui qui devait punir ne punit pas. Il est plus criminel que celui qui a volé, en réalité. On avait donné la dernière fois l'exemple sur l'armée nigérienne qui a, malgré... qui a fait un détournement massif. Alors qu'en réalité, ils en ont besoin pour lutter contre le terrorisme. Mais la même chose se produit ici. Au Togo, il y a des gens qui sont là, qui pillent à longueur de journée, qui surfacturent, qui font du n'importe quoi. Le chef de l'État a le courage de le dire. Mais jamais ces gens ne sont punis. Vous voyez maintenant. Maintenant, avec ça, moi je dis, ceux qui continuent de détourner l'argent du pays, ceux qui continuent de piller ce pays-là, si on les met aux arrêts, moi je ne demande même pas qu'on les mette à la prison. Qu'on le met aux arrêts, qui ramène tout ce qu'ils avaient pillé, on va mettre ça à la disposition du pays. Vous allez voir ce qui va se passer. Mais vous vous rendez compte que si je vous dois par exemple 100 000 francs et que chaque mois je vous paye 20 000 et que j'ai une situation difficile dans ma famille et vous me dites bon je vous accorde 3 mois pour ne pas payer, c'est une bouffée de chaleur pour moi. Oui, c'est du tout. C'est une bouffée de chaleur. Je comprends ce que le ministre dit, tout ça, mais je dis, mais sans cela même, on peut s'en sortir. Parce que le coronavirus, c'est quoi? C'est combien? C'est ce que moi je dis toujours. On va dire c'est pourquoi est-ce que chaque fois on doit attendre de l'extérieur? Pourquoi est-ce que en même temps on ne le souhaite pas, mais on ne sait pas d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est parce que ça peut être. Non, ça va diminuer au contraire. Ça va diminuer au contraire. C'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on prie Dieu pour cela. Mais en matière de prévision, il faut les scénarios les plus pessimistes également. Oui, maintenant je dis, regardez, on a besoin d'argent pourquoi? En réalité, dans ce cas par exemple, en Afrique, les Africains ont besoin d'argent pourquoi? Je pense que le gouvernement togolais par exemple, pour ce que je connais le mieux, a dit que chaque personne qui est envoyée à l'hôpital coûte au moins 3 millions de francs par jour à l'État. Sauf qu'on ne nous a pas encore prouvé ça. 3 millions, c'est beaucoup. Oui, 3 millions par jour. Si vous devez faire 14 jours, 21 jours, 1 mois à l'hôpital, de toute façon, moi je ne crois pas à cette année. Il faut que l'État nous le prouve. Non, pour dire simplement que si on doit consacrer 35% du budget à régler les dettes, et qu'aujourd'hui on dit bon les 35% vont servir à régler le cas de coronavirus, c'est aussi une bonne chose. Mais je ne pense pas que ces 35% là, l'entièreté de ces 35% là va servir à régler le coronavirus parce que moi je dis que ça ne coûte pas tellement. Je dis on a besoin de milliards, même pas d'un État. En réalité, quand on parle d'État, ce n'est pas 2 milliards, ce n'est pas 3 milliards, c'est des milliers de milliards. Quand on parle d'État, sinon l'État n'existera pas. Sinon l'État togolais n'existerait pas. On a des milliards dans la caisse, on a de l'argent quand même. Il y a des réserves qu'on fait, ne blaguons pas. Mais regardez, nous avons eu à traverser des périodes difficiles dans ce pays. 15 ans de coopération. De rupture de coopération. 15 ans de rupture de coopération. 15 ans de rupture de coopération. 15 ans, vous imaginez, 15 ans de rupture de coopération. Mais on a payé tous les fonctionnaires. On a toujours eu à payer tous les fonctionnaires. On a toujours eu à payer tous les fonctionnaires. À quel prix?
Oui, mais c'était... Parce qu'au même moment où on n'avait plus la coopération, oui. Il faut peut-être se tourner vers des privés pour avoir des prêts. Oui. Et là, vous avez beaucoup de fonds vautours qui profitent de votre pays. Oui. Et eux, ils sont impitoyables. Oui. Et donc, à la fin, tout cela, c'est de l'endettement. Oui, c'est de l'endettement. Mais juste dire que le pays a tenu pendant 15 ans. Ça n'a pas été facile, mais pendant 15 ans, le pays a tenu. L'autre chose aussi que je voudrais ajouter, l'autre exemple, en 2008, il y avait des inondations pas possibles. Oui. Vous vous rappelez? Oui. Il y avait des inondations, des effondrements de ponts, il y avait des ménages qui avaient perdu leurs biens, donc l'État a été obligé de créer ou de consacrer des centres d'établissement aux ménages, ainsi de suite. L'État a dépensé des milliards dans cette situation-là. Mais on n'avait pas dit à l'époque il fallait alléger la dette ou il fallait bloquer la dette et consacrer les 35% ou les 30% à régler. C'était pas quelque chose de planétaire non plus. Mais juste dire que pendant les moments difficiles, en tout cas pour mon pays que je connais, que j'affectionne tant, pendant les périodes difficiles, nous arrivons toujours à nous en sortir. Même sans l'aide extérieure. Pendant 15 ans de rupture de coopération internationale, le pays a tenu. Pendant les inondations, les plus atroces que le pays a connu, que nous avons connu, c'est plus diluvien, c'est depuis 2008. Ça faisait 20 ans plus tard, ça, après. Parce que les plus diluviennes qu'on avait eu, c'était en 88-90. Mais après, c'était en 2008. C'était les premiers plus diluviennes que nous avons eu à vivre ou à connaître. Mais le pays a tenu. Le pays a tenu sans l'aide extérieure. Aujourd'hui, coronavirus, bien sûr, on a besoin de milliards pour pouvoir régler ce cas de coronavirus. Même sans cette histoire de Emmanuel Macron, le Togo pourrait s'en sortir. L'Afrique pourrait s'en sortir. Parce que nous n'avons pas de morts, comme le nombre de morts, comme l'Italie ou les États-Unis. Mais on ne va pas quand même dire que ce soit un moratoire ou une annulation totale. On ne va pas dire non merci. On va accepter quand même. Moi, cette histoire-là même ne m'intéresse pas du tout. Et je me dis de ne même pas rester alarmiste. Parce que moi, j'ai la forte conviction que d'ici peu, cette histoire va passer. Cette histoire de coronavirus, ça va passer. Et j'ai la forte conviction que le Togo a déjà atteint le pic, à mon avis. Et que si avant-hier, on n'a pas connu de progression. Et si c'est hier qu'on a connu de progression aujourd'hui, moi je crois que des gens ont pris suffisamment de conscience et des gens prennent des dispositions quand même pour dire que moi, je ne peux pas être atteint par ce virus-là. Et donc, si c'est ça le cas, ne restons pas alarmistes. Au contraire, dites-nous, demandons à nos dirigeants de faire en sorte que demain, après le coronavirus, qu'on ait un dispensaire, qu'on ait un hôpital de référence, que des gens cessent de piller le pays, de détourner l'argent de la route, de faire ci et de faire ça, de mettre vraiment l'argent du pays dans le développement du pays pour que demain, on ne soit plus surpris de cette histoire de pandémie, etc. Donc moi, je le dis, je le répète, je ne sais pas pourquoi est-ce que le Togo doit encore attendre de l'extérieur. Je ne sais pas pourquoi est-ce que l'Afrique, chaque fois, doit attendre de l'extérieur. Bon, l'argent que la diaspora même envoie... Oui, ici, ça dépasse que pour une fois, on l'aura remarqué dans cette situation, l'Afrique n'a pas tendu la main. C'est plutôt ces pays-là même qui se préoccupent de l'Afrique. L'Afrique n'a pas demandé de venir nous aider. Pourquoi est-ce qu'ils se préoccupent de l'Afrique? C'est parce que forcément, on se dit on est les plus vulnérables. Non, mais pas du tout. S'il y a une récession, nous serons les plus touchés. Si nous sommes vulnérables, pourquoi est-ce que la mort de toute l'Afrique n'a pas encore atteint 1 million, 2 millions? Non, même pas. On n'est même pas encore à 1000. Justement. Donc pourquoi ils s'intéressent plus à l'Afrique que de s'intéresser aux pays qui ont été vraiment touchés par cette pandémie? Pourquoi est-ce qu'ils veulent toujours faire du business coronavirus dans cette histoire-là? On ne veut pas. Mais qu'ils gardent leur vaccin, qu'ils gardent tout ce qu'ils ont dans la tête chez eux. Nous, pour le moment, nous avons notre immunité, un système immunitaire qui est encore trop solide et qui va nous défendre. C'est la réalité. Non, oui, parfait. Je l'ai dit tout à l'heure. Peut-être je vais redévelopper cette partie. Vous savez, l'Afrique, c'est un grand marché pour les Occidentaux. L'Afrique, c'est un grand marché pour les Occidentaux. Et les Occidentaux ont peur
que ce marché-là tarisse. C'est pour ça. Donc, ils se disent, il faut que l'argent circule. Il faut qu'il y ait plus de liquidité dans les ménages. Il faut qu'il y ait plus de liquidité au niveau des comptes des entreprises. Il faut qu'il y ait plus de liquidité au niveau des institutions financières pour que ça puisse tourner, pour que l'économie puisse tourner. Et en cela, donc, eux, ils auront toujours à faire leur bénéfice. C'est comme ça. C'est des intérêts. Aucun Africain n'a tendu véritablement la main. Ce sont eux qui se préoccupent. Mais en réalité, alors qu'ils savent, bien sûr, vous savez, les Africains, les Occidentaux, ils sont extraordinaires. Au début de la pandémie, ils disent il y aura des millions de morts en Afrique. Il y aura des millions de morts. C'est pour nous intimider. C'est pour nous intimider. Donc, c'est pour dire, bon, vous avez des millions de morts, hein, mais donc on va vous aider, on va alléger vos dettes, donc vous n'aurez pas assez de problèmes. Arrêtez, ils sont en train de faire leurs petits calculs. Parce que leurs économies n'arrivent plus à tourner. Ils se disent, nos entreprises ici, parce qu'il y a des choses que les gens doivent remarquer, qui est très important. Actuellement, il y a plusieurs entreprises qui ferment. Qui ferment en France, au niveau des pays occidentaux. Et l'argent doit aller pour alimenter les caisses de l'Occident, de la France. Parce qu'il y a de l'argent quand les Bolloré, les sociétés générales, ils envoient de l'argent au Trésor français, obligatoirement. Ben, ils se disent aujourd'hui, avec cette situation-là, l'argent ne va plus rentrer dans le Trésor français ou dans les trésors occidentaux comme cela se doit. Donc maintenant, pour tout faire ou pour tout arranger, pour tout élaborer, pour que l'argent puisse revenir, il faut aider les Africains à avoir de l'argent, à avoir de la liquidité. Pour le moment, ce qu'eux-mêmes ils le savent. Pour le moment, Didier Raoult l'a dit, cette situation que nous sommes en train de vivre, c'est comme le palu que nous guérissons tous les jours, que nous traitons tous les jours. Les Africains sont prédisposés à lutter contre le coronavirus. Les Occidentaux le savent très bien. C'est pour cela que les cas ne flambent pas. Les cas ne flambent pas en Afrique. Parce que les corps africains combattent naturellement le coronavirus. On ne dit pas, Samuel, vous permettez, on ne dit pas qu'il ne faut pas respecter les mesures barrières. Non, nous respectons les mesures barrières. Mais notre organisme lutte sans le vouloir même efficacement contre le coronavirus. Cette dette-là, il faut taire cette question-là et passer à autre chose. On va continuer dans cette droite ligne en parlant donc de cette pandémie qui lentement mais sûrement progresse sur le continent. Le mercredi 15 avril, l'Afrique comptait au total 16 640 cas confirmés de coronavirus et le Covid a coûté la vie à 878 personnes sur le continent, selon le Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l'Union africaine. L'Afrique du Sud, l'Égypte et l'Algérie ont dépassé la barre des 2000 cas, puis viennent dans l'ordre le Maroc, le Cameroun, la Tunisie, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Alors, en termes de comparaison, Jérôme Sossou, le samedi, par exemple, on était à 744 décès et le lundi, on est passé à 788, le mercredi à 878. Donc, c'est vrai, on le dit, comparé à d'autres, c'est une petite il n'y a encore rien d'alarmiste dans les chiffres là. Il n'y a encore rien du tout d'alarmiste dans les chiffres que vous êtes en train de donner. Si on veut faire véritablement des comparaisons par rapport à ce qui se passe même en Italie, en France, et aux États-Unis, et avant-hier, aujourd'hui même, il n'y a rien d'alarmiste dans ce qui se passe. C'est normal, parce qu'on parle de pandémie, il faudrait que des gens meurent. Et d'ailleurs, c'est quelle catégorie de personnes qui meurent? C'est quelle catégorie? En réalité, ce sont des gens qui meurent. Je suis d'accord, je ne stigmatise pas, mais je le dis. Si on prend les mêmes personnes qui meurent ici en Afrique par rapport aux mêmes personnes qui meurent dans les autres pays de l'Occident, il y a une grande différence. Donc, il n'y a rien du tout, en tout cas pour moi, d'alarmiste dans dans les chiffres que vous venez de donner. Maintenant, il faudrait qu'on continue de lutter contre la propagation du virus et vous allez voir que ça va s'arrêter. On nous a envoyé ici l'Ebola. On nous a envoyé beaucoup de virus qui n'ont même pas arrivé qui ne sont même pas arrivés à atteindre là où même ils pensaient qu'ils pouvaient arriver. Mais maintenant, moi je me dis même que c'est la communication qu'on fait autour de la chose qui fait que on donne l'impression que le virus il est beaucoup plus comment appelle-t-on, nuisible que tous les autres virus qu'ils avaient tenté. Moi je le dis, il n'y a rien d'alarmiste là. Maintenant il faudrait que les Africains prennent conscience, comprennent
efficacement conscience, on respecte les mesures barrières, nous portons nos cache-nez. Bon, c'est vrai que certains le mettent ici. Hein. C'est pas bien. Que nous portions nos cache-nez, que nous lavions les mains, comme tout ce qu'on dit. Mais ce qui me réjouit aujourd'hui, au départ, déjà prenez ça comme de l'amusement. Mais à un moment donné, vous passez devant presque toutes les maisons, vous allez voir les dispositifs de lavage de mains, vous allez voir même dans les maisons de certaines personnes, vous allez voir ça. Vous allez voir déjà, même les vieilles mamans, les vieilles, même les petits-enfants, vous circulez dans la rue maintenant, vous allez voir, chacun essaie de porter du moins son cachet. Et moi, je crois qu'avec ça, on va limiter, on va décourager, on va désillusionner même ces Européens-là qui pensent que l'Afrique serait un continent fatal pour ce virus-là. Ce que dit Jérôme, c'est comme si cette pandémie a bénéficié d'une hyper-médiatisation, parce qu'aujourd'hui on en parle, mais il y a un mal plus dangereux, par exemple le paludisme. Oui, tout à fait. Qui fait 100 000 morts chaque année. Oui. Qui tue plus que... Regardez, c'est ça en fait. Le virus, il est venu à l'heure de la technologie avancée. Oui, c'est parce que chaque fois, regardez, quand on se lève le matin, on doit consulter son téléphone pour voir combien de décès on a dans le monde, tout ça, on va se faire... ça, moi, je le fais plus. donc c'est psychologiquement, on est atteint, tout d'abord. La médiatisation, ça atteint notre psychologie. Donc c'est ça en fait. Sinon, il y a rien. Le paludisme tue. Il y a des maladies plus dangereuses même que le choléra. Le choléra, tue beaucoup plus. 100 000 morts. C'est beaucoup plus vite même. Donc en réalité, ça ne devrait pas. Mais c'est parce que moi je sais. Il y a même des guerres. Des guerres qui ont plus tué, qui ont plus tué. Il y a les contestations politiques là qui ont plus tué que on fait le bilan par exemple du terrorisme en Afrique. Oui. Je suis sûr, c'est des centaines de milliers de morts. C'est des centaines de milliers de morts. En quelques mois. En quelques mois, regardez, les gens sont morts en Irak, les Français n'ont rien dit. Les gens sont morts en Afghanistan, les Français n'ont rien dit. Les gens sont morts, ils meurent tous les jours au Burkina Faso, au Mali, etc. Les Français ne disent pratiquement rien. C'est avec le coronavirus qu'ils sont parler. Mais c'est parce que moi je me dis simplement que, et je suis sérieux, ils se rendent compte que la maladie ou le virus ne décime pas l'Afrique. C'est pour cela qu'ils se disent non, il y a quelque chose qui ne va pas. Le virus ne décime pas surtout l'homme noir. Même si on ne veut pas faire... l'homme noir, c'est un peu le contraire au niveau des États-Unis, parce que là-bas, quand on fait la comparaison, 85% des décès, c'est chez les Noirs. Oui. Et malheureusement, c'est vrai qu'il y a les facteurs sociaux, puisque les Noirs sont les plus pauvres, et donc c'est eux qui ont le diabète, l'obésité, et tous les facteurs de risque. Donc c'est ça, donc il y a des prédispositions. Elle veut dire naturellement, le virus a quelque chose à voir avec l'homme noir. Entre guillemets, même si les scientifiques n'arrivent pas à le prouver actuellement. Parce que quand on a fait les études par rapport aux États-Unis, au nombre de décès de l'homme noir aux États-Unis, on s'est dit, mais il y a ces facteurs de risque, là, il y a le diabète, il y a le VIH, il y a l'hypertension, c'est ça qui favorise la situation aux États-Unis. Regardez même quand vous voyez un peu les chiffres en Afrique, Afrique blanche, Afrique du Sud, et vous voyez l'Afrique subsaharienne. Vous voyez déjà la différence. En Afrique subsaharienne, les chiffres ne sont pas si cléments que les chiffres au niveau de l'Afrique blanche et l'Afrique du Sud, où il y a une population blanche assez élevée. Bon, ce que je voudrais dire simplement, c'est que les Africains peuvent, avec un petit effort, arriver à bout de ce virus-là. Ils peuvent lutter contre le virus, ils peuvent le gagner. C'est une guerre, bien sûr. On peut la gagner, cette guerre. Si les dirigeants se mettent ensemble, si les dirigeants n'ont plus peur. Au départ, tout le monde avait eu peur. Ouais. Au départ, tous les dirigeants, ils avaient eu peur. Toutes les populations avaient plus peur. Maintenant, aujourd'hui, la psychose est en train de quitter le camp. Moi, si les dirigeants africains peuvent se mettre ensemble, peuvent dire, cette guerre, nous pouvons la gagner. Cette guerre, nous pouvons la gagner. Allez se mettre ensemble, on va gagner cette guerre-là. Sans même cette histoire de la dette, on va gagner cette guerre-là. Il suffit de devenir africain, comme les gens le disent régulièrement sur les réseaux sociaux, un bon africain, avec le gingembre, avec le coup de girofle. Bon, ça n'a pas montré son efficacité. Son efficacité, mais juste dire simplement qu'en bon africain, si on se met ensemble, si on travaille sérieusement, si pendant ce temps, on peut mettre de côté la corruption et les sous, bien sûr, mis à la disposition de la lutte contre le coronavirus, si on les dépense à bon escient, je peux dire que cette guerre, les Africains pourront la gagner. Oui, mais vous savez, moi je le dis, je le répéterai toujours. Le coronavirus, son début, c'est la grippe. Et nous, on était enfants, la grippe. Mais c'est comme, elle était nos amis, les meilleurs amis.
les meilleurs amis. Et nos parents faisaient quoi? Nos mamans, avant de partir le matin pour l'école, elles te font boire la tisane. Ouais. Contre la grippe, contre les maux de tête, la fièvre, contre le palu en général. Et c'est ça que nous faisons régulièrement. Aujourd'hui, ça se fait toujours. Mais quand on a un début, une grippe, une petite grippe, allez chercher des herbes. Préparez-les d'abord. Il faut boire à l'africaine d'abord, avant de penser que bon, c'est arrivé à ce niveau-là, qu'est-ce que je peux encore rajouter? Des gens connaissent des herbes dans ce pays-là. Ils nous en rajoutent, et je sache qu'à un moment donné, mais on ne sait pas là où est passée la grippe, on ne sait pas là où est passée la fièvre, et le lendemain matin, le bonhomme prend son petit verre sur la vie, prend 2 verres, il mange la pâte correctement. Il faut commencer par là d'abord. Oui, mais... pour le coronavirus, ce qui est dit, c'est que quand vous présentez les symptômes, il faut appeler des... Je ne refuse pas du tout. Cela ne veut pas dire tout à l'heure que quand on a une petite grippe, d'appeler le 111. Ce n'est pas ça. Ça va prêter même confusion. Ouais, ça va prêter à confusion. Il y a quand même une telle psychose que même aujourd'hui, les gens ont même du mal à tousser. Bien sûr, bien sûr. Mais regardez, le ministre de l'Éducation du Burkina Faso, qui est intervenu sur une chaîne en direct à l'époque, tout récemment, là, le ministre de l'Éducation du Burkina Faso, il a dit quand il a commencé par sentir la grippe, il a commencé par traiter la grippe. À un moment donné, puis la situation a commencé par s'améliorer et il a fait appel à son collègue de la santé pour dire ceci, cela, et on lui a dit d'aller faire le test, et c'est là où il s'est déclaré, qu'il a été déclaré positif. Voilà. Et il a suivi le traitement. Mais au départ, il a bien traité la grippe et la situation commençait pas à s'arranger. Oui, mais c'est-à-dire pour éviter la polémique, il faut commencer par traiter la grippe avant de penser à appeler. C'est que la confusion est là. Quand quelqu'un tousse, des gens fuient, disent il a atteint de coronavirus, et puis rapidement, ça commence par créer des problèmes, des polémiques à la maison. Donc, il faut commencer par boire sa tisane d'abord, et puis par après, appeler le 111, on vient faire le test. C'est pas quelqu'un qui tousse une fois en passant, non. Oui, mais pour le coronavirus, c'est une tousse sèche, très sèche et persistante. Après, il y a une fièvre et tout. Non, c'est pas des petits symptômes qu'on a là. J'ai un petit mal de tête, j'appelle le 111. Oui, malheureusement, chaque fois quand quelqu'un a mal, un petit mal, on lui demande d'appeler. Samuel, très rapidement, je vais la pause. Je voudrais, ou peut-être quand nous allons revenir, nous allons développer cela. Mais je voudrais dire quelque chose. Jusqu'à présent, avec quoi on traite le coronavirus en Afrique? Quand dans les centres... On ne sait pas quoi parler de la pause, c'est la grande, et on revient après parler du Togo.